Donc, bonjour à ceux qui sont présents pour ce webinaire du groupe Elan que j'anime avec Nathalie et Reyhan. Donc, on est en renfort par rapport au premier webinaire sur l'engagement collaborateur. Donc, au mois de janvier, on a abordé la thématique de l'engagement collaborateur. Qu'est-ce qui fait que nos collaborateurs deviennent ambassadeurs de notre marque, qui souhaitent rester dans l'entreprise, qui se projettent, qui viennent le matin motivés pour bosser dans l'entreprise. Et ce mois-ci, on aborde la partie front, si je puis dire, la partie client. Qu'est-ce qui fait qu'un client achète? Qu'est-ce qui fait qu'un client reste fidèle à une marque? Quelles sont les bonnes pratiques à adopter? Et le mois prochain, on abordera du coup la thématique de l'entreprise de demain. Donc, si on parle des collaborateurs et qu'on parle des clients, c'est évident que notre prochain webinaire, ce sera sur, du coup, qu'est-ce que va devenir l'entreprise de demain. Donc, je suis Nizar Saïd, je suis le fondateur du groupe Elan. Je n'ai pas répondu à une question, combien de temps va durer le webinaire? Normalement 30 minutes, 40 maximum s'il y a des questions, mais j'essaye de passer les slides assez rapidement et vous n'hésitez pas à poser des questions sur le chat et Nathalie et Reyhan, soit on les fera à la fin en fonction de la complémentarité de la question par rapport au slide, soit effectivement on pourra les faire directement en instantané. Mais n'hésitez pas à poser vos questions en tout cas. Donc, c'est moi qui ai fondé le groupe Elan. On fait de l'accompagnement marketing. Donc, principalement, c'est moi qui m'occupe de la partie stratégie marketing, stratégie RSE. Donc, j'ai plus de 10 ans d'expérience en développement commercial, en innovation. Je m'intéresse beaucoup aux nouvelles tendances de consommation, à l'innovation des entreprises, le statut d'entreprise à mission, par exemple, travailler sur la cause, la vision, les valeurs d'une entreprise pour mieux engager les collaborateurs et les clients, parce qu'on va dans cette direction-là où nos achats font sens pour nous, notre travail fait sens pour nous, les personnes qu'on fréquente au quotidien font sens pour nous. Et du coup, j'essaye d'assimiler un petit peu la vie personnelle finalement et la vie professionnelle, parce qu'il y a énormément de similitudes dans l'engagement qu'on a avec sa famille, ses clients, son fiancé, sa femme, ses partenaires de travail et finalement la relation qu'on a avec nos clients. Il y a beaucoup de similitudes. Donc, voilà un petit peu mon profil. En ce qui concerne le groupe Elan, on travaille sur la partie études, veille de marché, sur la partie stratégie marketing digital, le marketing responsable. On fait beaucoup d'audits. On essaye de voir qu'est-ce qui va pas dans votre entreprise. On met en place les stratégies RSE et on s'occupe également du sales marketing, comment augmenter les ventes de l'entreprise. Donc, on répond à divers besoins, le positionnement, la visibilité, l'humanisation de la marque avec les causes, les valeurs, la vision, sa raison d'être, l'augmentation des ventes et la digitalisation du parcours client. Voilà pour l'introduction. En ce qui concerne la thématique du jour, donc l'engagement client, on en entend beaucoup parler, surtout en ce début d'année 2023. Donc, qu'est-ce que c'est que l'engagement client? Pourquoi est-ce que c'est important? Comment on peut encore mieux engager ses clients et comment on peut mesurer finalement l'engagement des clients? C'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui à travers des chiffres, à travers des études de cas et à travers des études qui ont été réalisées qui nous permettent aujourd'hui de tirer des conclusions. Donc, qu'est-ce qu'on entend par l'engagement client? C'est le rapport et l'image qu'un client a vis-à-vis d'un produit ou d'un service qu'il a acheté. C'est l'investissement personnel que l'acheteur, le consommateur a avec cette marque. Et c'est cette notion basée sur la fidélisation et la satisfaction. Qu'est-ce qui fait qu'un client reste fidèle à une marque et qu'est-ce qui fait qu'il est satisfait ou non d'un service? Donc, quelques chiffres clés. Le coût moyen pour acquérir un nouveau client est 5 à 25 fois supérieur au coût de fidélisation. Donc, ça vaut le coup de se pencher sur la fidélisation plutôt que sur l'acquisition. 86% des acheteurs sont prêts à payer plus cher pour une bonne expérience client. 72% des clients partageront une expérience positive avec 6 personnes ou plus.
Et les entreprises proposant une expérience client omnicanal bénéficient d'une croissance de 10%. Donc, l'omnicanal est un sujet qu'on va aborder, la recommandation, le parrainage, la fidélisation également. Et effectivement, ces chiffres viennent un petit peu appuyer tout ce qu'on va voir lors de ce webinaire. Donc, pourquoi est-ce que c'est important? Ça contribue à votre image de marque, ça contribue à la fidélisation, à la satisfaction, ça contribue à de la publicité que vous pourriez avoir gratuitement, parce que si les personnes en parlent à leurs amis, à leur entourage, eh bien, c'est des clients que vous allez acquérir sans forcément mettre de budget dans la publicité sur les réseaux sociaux ou dans des campagnes de visibilité ou des foires, des événements, la télévision, la radio. Donc, plus on parle en bien de votre marque, plus ça augmente finalement indirectement et directement votre chiffre d'affaires. Et de faire de vos clients des ambassadeurs de votre marque joue énormément sur la pérennité de votre entreprise. Donc, comment aujourd'hui on peut augmenter l'engagement client? C'est la question principale, c'est la colonne vertébrale de ce webinaire. Pourquoi? On le sait tous, mais comment? Ça, c'est peut-être des interrogations que vous vous posez et on va essayer d'y apporter des réponses. Donc, on va remarquer que de s'investir dans la durabilité et la RSE favorise l'engagement des clients. On a constaté que le marketing responsable et solidaire favorise l'engagement des clients. On a constaté également que de créer une relation intime et personnalisée avec ses clients augmente l'engagement et la fidélisation des clients. Et de travailler sur les causes sociétales et sociales favorise également l'engagement des clients. Donc, si on essaye de regarder en chiffres le comportement des consommateurs vis-à-vis de ce que je viens de vous démontrer, les habitudes d'achat, on est près de 80% des consommateurs qui modifient leurs habitudes d'achat en fonction de la responsabilité sociale et de l'inclusion et de l'impact environnemental d'une entreprise. 77% des consommateurs sont plus disposés à dépenser avec une entreprise qui a un engagement de responsabilité sociale. 65% des consommateurs sont plus attentifs post-pandémie à l'impact environnemental de leur consommation. 53% des consommateurs sont passés à des marques moins connues parce qu'elles étaient plus durables. Donc, vous voyez, on est quand même sur des gros chiffres sur les changements des habitudes d'achat, des gros chiffres sur la sensibilisation à l'impact environnemental et à choisir des marques qui sont transparentes et qui ont une stratégie de durabilité et de responsabilité vis-à-vis de la société et de l'environnement. Donc, quand on parle de la responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est un langage très simple, c'est voir au-delà de vendre son produit. Voir au-delà de vendre son produit, c'est oui, mais notre activité, quand on va la réaliser, quel impact elle va avoir sur l'environnement? C'est important pour les collaborateurs, c'est important pour les clients et c'est important également pour l'entreprise. Donc, à quoi les personnes pensent quand on parle de la responsabilité de l'entreprise? Ils pensent en majorité à la protection de l'environnement, ils pensent aux enjeux sociétaux, comment cette entreprise participe à l'emploi, à l'attractivité, au développement des fournisseurs, des partenaires locaux, en quoi mon entreprise fait vivre finalement la localité, le pays, la ville dans laquelle on est, l'orientation client, la gouvernance, la politique sociale, comment on favorise l'emploi des jeunes, des personnes âgées, des handicapés, des personnes qui sortent de prison, des personnes en difficulté, en isolement. Voilà, c'est un petit peu toutes ces thématiques qu'une entreprise aujourd'hui doit prendre en considération parce que c'est important pour les clients et on va constater avec des chiffres que plus on va dans cette direction-là et plus ça favorise l'engagement et la fidélité. Donc la durabilité et les questions éthiques sont des moteurs clés pour les consommateurs. Impact de la durabilité, donc le développement durable, faire le choix d'être dans une activité qui participe finalement au développement durable et aux objectifs de développement durable de l'ONU. Donc 77% des entreprises ont constaté
que la durabilité entraînait une augmentation de la fidélité des clients. Et les entreprises qui s'engagent dans des initiatives de RSE ont vu leurs revenus augmenter de 20 à 30%. Donc, c'est des chiffres, effectivement, qui viennent appuyer notre philosophie qui dit qu'une entreprise qui ne s'intéresse que à vendre n'a pas beaucoup de chances d'engager, de fidéliser et de voir finalement sa croissance pérenne dans le temps si elle n'y inclut pas sa responsabilité vis-à-vis de l'environnement et de la société. Donc, on va vous donner quelques exemples d'entreprises qui ont mis la durabilité au cœur de leur activité. On a Decathlon qui a mis en place un plan de transition. Donc, il y a 3 choses principales que Decathlon a fait. L'éco-design, c'est-à-dire ils ont fait le choix d'avoir des collections avec des couleurs qui sont intemporelles dans le temps pour ne pas que la collection Decathlon elle ait un effet de mode par année et que les consommateurs viennent à changer finalement leurs habits de sport tous les ans parce qu'ils sont passés de mode. Donc, on parle d'éco-design, faire vraiment une conception de produits qui sont intemporels dans le temps. Les énergies renouvelables, donc énormément de magasins Decathlon se voient installer des installations solaires afin de réduire au maximum la consommation d'énergie. Et la réparation, aujourd'hui, ils font le choix d'avoir des vélos qui se réparent. Il y a des ateliers dans les boutiques Decathlon pour qu'on puisse réparer son vélo. Il y a des ateliers qui se font également entre parents, enfants, directement chez Decathlon pour réparer soi-même ces objets que l'on a achetés auprès de la marque. Donc, ces 3 grandes thématiques, aujourd'hui, sont dans un plan de transition de Decathlon. Donc, on peut dire que Decathlon vise la durabilité dans le temps. Donc, forte croissance de Decathlon depuis qu'ils ont mis en place cette stratégie de durabilité avec une stratégie RSE très claire et tous les ans, on voit les efforts que fait Decathlon. On a le deuxième exemple qui est très pertinent, c'est l'équipementier automobile Valeo qui s'est engagé à atteindre la neutralité carbone en 2050 et aura fait près de 45% de chemin d'ici 2030. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Valeo, une voiture sur 3 aujourd'hui est équipée en technologie par le groupe Valeo. Donc, quand un groupe comme Valeo s'engage dans le développement durable et de faire en sorte qu'on puisse récupérer les produits, les recycler et les faire durer le plus longtemps possible, c'est tout le monde de l'automobile finalement qui est en train de changer grâce effectivement à ces choix que font les partenaires et les fournisseurs comme Valeo. Donc, c'est la même chose. Plus Valeo s'investit dans sa RSE, plus ça crée d'engagement de la part des marques automobiles et plus sa pérennité sur le long terme, elle est effectivement viable. Donc, on a vu également dans à quoi pensent les consommateurs, les clients, quand on parle de la RSE, il y a également la thématique de l'inclusion sociale et l'engagement client. Quel est le lien entre l'inclusion sociale et l'engagement client? Donc, quand on parle d'inclusion sociale, on parle d'une entreprise qui va essayer de faire travailler les personnes en situation de handicap. Une entreprise qui va essayer de recruter les juniors qui n'ont pas fait d'études, par exemple, les seniors qui ne retrouvent pas un emploi, favoriser les personnes qui peut-être sont issues de l'immigration ou des réfugiés, par exemple, je pense notamment à l'Ukraine, favoriser effectivement ce recrutement-là. Favoriser les personnes homosexuelles, favoriser les femmes isolées, favoriser les personnes qui sortent de prison. Voilà, toutes ces thématiques d'inclusion sociale. Aujourd'hui, une entreprise qui communique sur sa stratégie d'inclusion sociale voit effectivement l'engagement de ses clients et la fidélisation augmenter. Donc, quelques chiffres concernant un petit peu ces thématiques d'inclusion sociale. 63% des détenus libérés de prison sans accompagnement récidivent dans les 5 ans, 13% de hausse de recrutement de travailleurs handicapés au premier trimestre 2022, 0,5% des personnes atteintes de handicap mental travaillent en milieu ordinaire
50% des réfugiés intègrent le marché du travail après une durée moyenne de 5 ans à 6 ans, selon le Parlement européen. Donc, de travailler sur l'inclusion sociale pour une entreprise, c'est hyper important parce que ça va favoriser l'engagement des collaborateurs, on a déjà vu cette thématique, mais notamment des clients également. Donc, quelques chiffres, évidemment, qui viennent appuyer mon argument. Les entreprises qui s'engagent pour la diversité et l'inclusion sociale ont créé un lien plus fort avec leurs clients et ont vu leur chiffre d'affaires augmenter. Donc, 87% des consommateurs achètent un produit parce que son entreprise fait des efforts pour s'engager dans des causes sociales qui leur tiennent à cœur. 66% des consommateurs déclarent qu'ils sont plus susceptibles d'acheter d'une entreprise qui prend des mesures concrètes pour soutenir l'inclusion sociale et 30% de chiffre d'affaires supplémentaire par salarié et une profitabilité supérieure à celle de leurs concurrents pour les entreprises qui pratiquent une politique inclusive. Donc, c'est des chiffres qui viennent consolider cet état d'esprit général où aujourd'hui, le consommateur, le client, il va favoriser une marque si elle constate que cette marque participe à l'inclusion sociale. Donc, quelques exemples d'entreprises qui s'engagent pour l'inclusion sociale. Café Joyeux, on adore chez Groupe Élan Café Joyeux et on les aura, je pense, prochainement en interview parce que tout ce qu'ils font en termes d'engagement client, engagement collaborateur, c'est juste un exemple parfait pour parler de l'entreprise de demain. Donc, ce sera peut-être Café Joyeux qui sera notre invité pour le webinaire de l'entreprise de demain le mois prochain. Nathalie et Rehan, on essaye de leur faire du pied pour les inviter à la thématique de l'entreprise de demain. Mais voilà, 118 recrutements de personnes en situation de handicap chez Café Joyeux et ça a créé un réel engouement pour la marque Café Joyeux. Ils ont été reçus à l'Élysée par Brigitte et à Emmanuel Macron. Ils ont ouvert des dizaines de nouveaux restaurants et le chiffre de la croissance de Café Joyeux est exponentiel. Donc, on peut dire que les employés qui bossent chez Café Joyeux sont très fiers d'y être et les clients qui achètent les cafés de Café Joyeux, on peut laisser penser qu'ils vont rester fidèles à la marque pendant un bon moment. Donc, si les collaborateurs sont très engagés sur la cause que Café Joyeux défend et que les clients vont rester fidèles à la marque, vous pouvez constater que sa pérennité, elle est, on va dire, à l'abri, en sécurité pour les 10-20 prochaines années. Donc, je vous incite à vraiment creuser la stratégie de Café Joyeux parce que c'est un très, très bon exemple quand on parle de engagement collaborateur et engagement client. Donc, le marketing responsable, en quoi le marketing responsable va favoriser l'engagement des clients? C'est ce qu'on va voir maintenant tout de suite. Donc, comment on va faire pour que notre marketing soit responsable et qu'il contribue à l'engagement des clients? Il faut choisir les causes sur lesquelles l'entreprise veut travailler. Est-ce qu'on veut défendre la cause des femmes, la cause des enfants, la cause de la pauvreté, de l'eau, de la pollution, de l'environnement? Donc, c'est très, très bien si la gouvernance et l'entreprise choisissent des causes que l'entreprise souhaite défendre. Travailler sur une communication sincère et transparente. Il ne faut pas dire n'importe quoi, il faut éviter le greenwashing. Le brainwashing, c'est dire des choses qui ne sont pas vraies ou qu'on prétend qu'on va faire peut-être plus tard, mais qui n'ont pas été faites. Donc, vraiment une communication impeccable où on communique que sur des faits réels que l'entreprise a adoptés. Le choix de ses partenaires, faire attention à comment les partenaires s'occupent de leurs collaborateurs, de leurs clients, comment nos partenaires ont mis en place leur stratégie RSE et de favoriser évidemment les partenaires qui sont dans la même vision, les mêmes valeurs et les mêmes causes que les nôtres. Ça crée effectivement une économie, un écosystème, on va dire, propre et sain pour la pérennité de l'entreprise. Et tout ça, à travers la communication, les clients,
ils vont le ressentir et ils vont s'engager pour faire partie de cet écosystème-là et faire vivre effectivement votre marque. Donc, des chiffres qui viennent appuyer mon argument concernant le marketing responsable que vous pourriez adopter dans votre entreprise. 75% des marques pourraient disparaître dans l'indifférence totale. C'est-à-dire, vous êtes sur aucune cause, on ne comprend pas bien le but de votre entreprise, mis à part faire du profit. Vous ne faites rien pour l'environnement, vous ne faites rien pour l'inclusion sociale, vous ne faites rien pour vos employés. Donc, vous pourriez bien disparaître à la fin de l'année 2023 que personne ne remarquerait votre absence. Donc, 75% des marques pourraient disparaître dans l'indifférence la plus totale. Et 90% des consommateurs affirment être prêts à boycotter une marque si on venait à démontrer que celle-ci opère sous des pratiques irresponsables ou peu éthiques. C'est-à-dire, si c'est juste l'objectif du profit, vos clients finiront par s'en rendre compte et ils vous tourneront le dos parce qu'aujourd'hui, ils cherchent beaucoup plus qu'un simple produit ou qu'un simple service. Ils veulent une entreprise qui travaille sur l'environnement, la société et l'inclusion sociale. Et 90% des consommateurs, c'est quand même non négligeable. Donc, quelques exemples d'entreprises qui font du marketing responsable. La marque Veja, marque de basket écologique, ils sont totalement transparents sur les choix des produits, ils sont transparents sur les partenaires, les fournisseurs, ils sont très regardants et contrôlent comment sont traités les employés auprès des partenaires. Ils font très peu de publicité afin de garder un prix compétitif de la chaussure, parce que de faire des choix éco-responsables, bah, ça peut faire augmenter le prix finalement du produit. Donc, il faut se rattraper sur d'autres services et faire moins de pub et compter un peu plus sur l'engagement, la fidélisation et la recommandation des clients. C'est le choix effectivement qu'a fait la marque de chaussures Veja. Et tout va très bien pour la marque de chaussures. 60 pays aujourd'hui commercialisent la marque Veja. 3000 boutiques vendent leurs chaussures et 8 millions de paires de Veja vendues depuis son lancement. Donc, on peut dire que le choix du marketing responsable de Veja est en train de payer avec un très fort engagement de la part de ses clients. Renault, j'aime beaucoup citer Renault, j'aime beaucoup ce qu'ils font en matière de publicité. Dans cette publicité, ils ont mis en avant le sport, le cyclisme. Donc, ça s'appelle du marketing responsable dans le sens où Renault aurait très bien pu se dire, bah, on vend des voitures, on parle des voitures, je ne vois pas l'intérêt d'aller promouvoir le sport, le vélo comme alternative au transport. Et non, de faire du marketing en faisant la promotion du sport et du vélo, ça peut laisser croire que c'est le vélo est le concurrent finalement de la voiture, mais une marque automobile qui va être un peu plus responsable et dire à ses clients la voiture est un moyen de transport, mais le vélo et le sport, ça peut être quelque chose auquel vous pouvez penser. Bah, écoutez, ça marche très très bien parce que de plus en plus, Renault réussit à créer sa communauté et à engager un peu plus ses clients. Donc, cette voiture avec cette publicité, ça cartonne. C'est une publicité que je vous recommande d'aller voir sur YouTube. Elle est très émouvante et elle est très impactante. Et les chiffres de cette marque et de ce véhicule sont en forte croissance. Donc, on peut dire que la stratégie du marketing responsable pour Renault, ça a marché. On peut, en marketing responsable, également nommer Patagonia, qui a redirigé finalement son site vers un site de seconde main pour le Black Friday. Donc, on favorise les produits existants au lieu de tout le temps acheter du neuf, ce qui augmente, on va dire, la production et qui augmente la fabrication, etc. Donc, favoriser le seconde main, ben, pour un site comme Patagonia, on aurait pu dire que c'était concurrent à sa mission principale, mais aujourd'hui, Patagonia est en forte croissance et d'inciter et de recommander la seconde main à sa communauté n'a fait que renforcer sa communauté. On peut le voir avec cette pub qui a fait un buzz mondial. Don't buy this jacket, n'achetez pas ce blouson.
Eh bien, figurez-vous que suite à cette publicité-là, le site de Patagonia a littéralement doublé, triplé, augmenté ses visites parce que c'était vraiment un message extrêmement fort. Donc, la croissance de Patagonia, en quelques chiffres, 26 000 produits ont été réparés depuis 2012, 41 000 pièces de seconde main ont été vendues, 56 tonnes de pièces de seconde main ont été vendues. Donc, on va conclure le marketing responsable avec, on va dire, la vision de son fondateur à Patagonia, qu'on apprécie beaucoup chez Groupe Elan pour la cause, la vision et les valeurs éco-responsables qu'a son fondateur. Tout ce que nous fabriquons pollue. L'action la plus responsable que nous puissions mener est de fabriquer chaque produit aussi bien que nous le savons pour qu'il dure le plus longtemps possible. Donc, vous imaginez bien une communication comme celle-ci de la part de Patagonia crée effectivement énormément d'engagement et de fidélité de la part de la communauté qui suit et qui achète les produits sur la plateforme Patagonia. Donc voilà, on a pu voir dans un premier temps qu'est-ce qui crée de l'engagement client à travers la responsabilité sociétale d'une entreprise, qu'est-ce qu'elle fait pour l'environnement, qu'est-ce qu'elle fait pour la société et qu'est-ce qu'elle fait pour réduire au maximum ses effets nocifs sur la planète, donc sa durabilité, mais ça ne suffit pas. Il y a aussi le service client qui crée beaucoup d'engagement. Un mauvais service client, vous imaginez bien que ça ne favorise pas ni la satisfaction, ni l'engagement, ni la fidélisation du client. Donc, comment augmenter son engagement client à travers un service client intime et personnalisé? Donc, personnaliser les échanges avec les clients en mettant l'humain au cœur de ces échanges. Donc, on est à l'époque des robots qui prennent un petit peu ChatGPT et compagnie, qui prennent petit à petit le dessus sur le service satisfaction client, mais de garder un côté humain à la relation avec le client favorise l'engagement. La joignabilité, comment le client peut vous contacter? Est-ce que vous êtes sur une stratégie omnicanal? Est-ce que si je vous cherche sur les réseaux sociaux, est-ce que je peux parler avec quelqu'un? Si je vais sur votre site internet, est-ce que je peux parler avec quelqu'un? Et ce qui est extrêmement important, quand je me présente auprès d'un de vos collaborateurs suite à un de mes appels, est-ce qu'il me connaît? Est-ce qu'il connaît les raisons de mon appel? Et est-ce qu'il a l'historique de mes échanges et de mes achats que j'ai eus? Parce que s'il y a bien quelque chose qui agace un client aujourd'hui, c'est d'appeler et de devoir répéter quelque chose qu'il avait déjà dit la fois précédente et que le collaborateur lui demande de répéter, que ce n'était pas lui qui s'occupait de dossier, qu'il le reprend en main. Toutes ces choses-là, effectivement, en 2023, c'est tolérance zéro. Le client, il veut choisir le canal de communication, écrit, email, téléphone, chat, il veut avoir le choix et il veut qu'on le connaisse et il veut une relation humaine avec l'entreprise qu'il a choisie. Donc, comme d'habitude, tous mes propos sont appuyés par des chiffres, donc les chiffres clés de la joignabilité sur l'engagement client. Donc, vous pouvez très vite voir qu'on est quasiment sur du x2. x2 pour la notoriété de la marque, x2 sur la satisfaction des employés, x2 sur la valeur moyenne des commandes, x2 sur le taux de rétention, x2 sur les investissements, x2 sur la satisfaction. Donc, tous les voyants sont au vert pour que vous compreniez que si vous mettez en place un bon service client à l'écoute avec des humains, avec un historique et avec le choix possible pour vous joindre, eh ben, ça va quasiment multiplier par 2 l'engagement de vos clients. Donc, une entreprise qui propose un service client intime et personnalisé, on a mis en avant Goibibo, une agence de voyage qui communique avec ses clients via WhatsApp. Donc, pour le recueil des commandes, pour donner des informations suite à la réservation d'un vol, ils ont favorisé le canal WhatsApp et les clients apprécient beaucoup. Et on a également KLM Royal qui a fait ce choix-là également de mettre en place un service WhatsApp avec ses clients. Donc, on voyait, on est vraiment dans l'intime.
WhatsApp, vous comme moi, nous l'utilisons de manière intime avec notre famille, nos amis, nos collègues. Donc, quand on parle d'intimité, eh bien, WhatsApp, c'est un très, très bon canal de pouvoir communiquer avec une entreprise via notre WhatsApp, donc réponse personnalisée, envoi rapide, fiable des données de réservation d'embarquement. Donc, on peut dire que plus on crée une relation intime et plus on est joignable avec ses clients, plus il va être engagé et plus on va pouvoir le fidéliser sur le long terme. Donc, l'évaluation de l'engagement client. Donc, beaucoup de chiffres, mais maintenant, vous pouvez vous demander comment moi, je peux évaluer si oui, non, est-ce que c'est bien, pas bien, l'engagement de mes clients, est-ce que je suis dans la moyenne, je ne suis pas dans la moyenne. Voilà, c'est une question que vous pouvez vous poser aujourd'hui. Donc, comment on peut mesurer finalement la satisfaction d'un client? Donc, on a choisi nous les KPI suivants pour mesurer. Donc, Customer Satisfaction Score, ce score évalue la satisfaction client à l'aide de formulaires assez détaillés, composés de questions courtes. Donc, on demande directement l'avis au client. Customer Effort Score, ce score mesure l'effort fourni par les clients pour exécuter une tâche spécifique. Donc, est-ce que ce qu'on demande au client, c'est trop long, trop difficile, trop chiant pour lui, et du coup, ça va le lasser sur le long terme. Et le Net Promoter Score, ce score mesure la satisfaction du client en demandant à ce dernier s'il serait prêt à recommander la marque, le produit ou le service. Donc, on lui demande son avis. Est-ce qu'il a recommandé ce produit ou ce service et est-ce qu'il est dans l'intention de le faire? Et on mesure sur le nombre de clients total combien on dit oui qu'il recommandait notre service. Donc, on a vu comment mesurer la satisfaction. Maintenant, on peut voir comment on peut mesurer la fidélisation d'un client. Donc, le taux d'attrition mesure la perte de clients. Il se calcule en divisant le nombre de clients perdus par le nombre de clients totaux. Si vous avez 100 clients en 2022 et 50 clients en 2023, bah, vous êtes sur un taux d'attrition à 50%. Donc, c'est énorme. Il faut aller étudier ces 50%-là et essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on a perdu ces clients-là. Qu'est-ce qui a créé de l'insatisfaction et travailler sur cette insatisfaction-là. Notre taux d'attrition, si on est déjà à plus de 15-20% de perte de clients, là, effectivement, il faut commencer à sonner la sonnette d'alarme et se poser les bonnes questions parce que si on dépasse les 20%, ça commence à être des chiffres, on va dire, assez dangereux. Le taux de rétention, il se calcule en divisant le nombre de clients restés fidèles sur une période donnée par le nombre total de clients que vous avez sur une période. Et le taux de réachat, le score est plutôt lié au secteur de retail. Il désigne le nombre de clients déjà connus d'une marque qui effectue un nouvel achat sur cette période. On peut imaginer qu'un client qui réachète sur votre site ou qui réachète ou qui appelle pour acheter un autre produit ou un autre service de votre entreprise, on peut dire qu'il est fidèle à votre entreprise et à votre marque. Donc ça aussi, c'est des KPI que vous pouvez mesurer. Donc voilà, je ne sais pas, Reyhan, Nathalie, est-ce que j'ai été dans le délai des 30 minutes, 30, 40 minutes que j'ai annoncé au début du webinaire? Tout va bien. Ouais. Tout va bien? Tout va bien. J'ai essayé vraiment d'être assez rapide. Je sais qu'en semaine, ce n'est pas évident de bloquer une heure pour se consacrer à un webinaire. Je remercie ceux qui étaient là. Donc, on a pu voir ensemble pas mal de choses sur l'engagement client. Donc, qu'est-ce que je recommande maintenant de faire suite à ce webinaire? C'est de s'asseoir et d'essayer de voir son service ou son produit de manière macro par rapport au marché. Je vends ce produit ou ce service, ok, mais finalement, sur quelle cause je suis en train de participer? Mais finalement, comment à mon échelle je peux participer à la protection de l'environnement? Comment à mon échelle je peux aider des personnes à être inclus dans la société? Comment à mon échelle
je peux participer aux objectifs de développement durable qu'a fixé effectivement l'ONU. En vous posant ces questions-là, vous allez attirer vers vous pas mal de nouveaux collaborateurs qui partagent cette mission que vous allez vous confier. Et en ayant cette philosophie-là de votre entreprise et de votre projet, eh bien, vous allez, à travers une bonne communication, évidemment, engager, fidéliser et voir votre pérennité augmenter d'année en année. Donc, sujet de l'engagement client clos. Je vous recommande de vous inscrire au prochain webinaire qui aura lieu au mois de février, je pense, sur l'entreprise de demain. Donc, c'est évident que si on a abordé la thématique de l'engagement collaborateur et de l'engagement client, eh bien, on va aborder la thématique de l'entreprise de demain. Finalement, tout change, la manière dont les personnes veulent travailler change, la manière dont les consommateurs veulent acheter change. Donc finalement, l'entreprise, elle n'a pas le choix aujourd'hui que de changer. Donc qu'est-ce que sera l'entreprise de demain? Ça sera la thématique de notre prochain webinaire. Merci à tous d'avoir participé. Et puis s'il y a des questions, on peut prendre 3-4 minutes pour y répondre. Pour le moment, je n'ai pas vu de questions apparaître au cours du webinaire, mais peut-être que maintenant, les gens ont des questions un peu plus ciblées ou autres. N'hésitez pas à les poser, on pourra y répondre dans les commentaires. Pour ceux qui souhaitent me poser une question en privé, vous n'hésitez pas. Je suis assez actif sur LinkedIn, j'y passe pas mal de temps, donc vous n'hésitez pas à me contacter via mon profil LinkedIn. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les activités du groupe Elan, sur le marketing responsable, la communication éthique, la responsabilité sociétale de l'entreprise, l'engagement auprès de votre marque, créer une marque forte et un positionnement clair sur le marché, vous n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement sur le site du groupe Elan. S'il y a des questions, j'y réponds. Et pour ceux qui souhaitent la présentation, vous n'hésitez pas également à nous la demander par email, par LinkedIn. Voilà, on est aussi sur une stratégie omnicanal chez Groupe Elan. Vous pouvez nous joindre sur nos pages, sur les différents réseaux sociaux, mais la présentation également avec tous les chiffres, les datas, les sources, tous les slides ont leurs sources. C'est des choses qu'on vous fournit avec grand plaisir pour que vous puissiez travailler tout ça avec vos équipes internes. Et puis pour ceux qui souhaitent revoir le webinaire, il sera aussi sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours. Voilà, j'arrête la présentation et je reviens au live. Hop, hop, hop. Arrêtez l'écran. Top. Alors, Reyhan, Nathalie, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que c'est bon, 42 minutes? On est dans les délais. On n'a pas de questions en particulier. Personne n'a posé de questions en particulier. D'accord. On est... Après, c'était déjà très explicite avec les exemples, avec la présentation de chaque on va dire sous-thème de la thématique principale. Donc c'est vrai que peut-être que finalement les chiffres ou les explications ont donné des réponses indirectement aux personnes qui écoutent. Non, top. Bah, vous n'hésitez pas. Si vous avez des questions, LinkedIn, canal à favoriser. Autrement, je vous souhaite à tous une très bonne après-midi. Merci à tous d'avoir été présents. J'espère que ça vous a éclairci sur comment mieux engager vos clients. Et j'espère tous vous revoir dans une stratégie de marketing responsable et une stratégie de responsabilité sociétale et de voir bien évidemment votre projet connaître une très forte croissance. Merci Rehan, merci Nathalie, merci à tous. Merci Nizar. Bon après-midi. Bon après-midi.